Bonjour à tous. Je pense que la plupart des intervenants, je ne vais pas être obligée de les représenter puisque vous les avez vus parler depuis ce matin. Donc John, il y a 3 représentants cliniciens. Emmanuel Dugelet, donc que vous avez vu, Franck Zerbib et Aïssem Soliman. Donc Aïssem Soliman, il est gastroentérologue à Louis Mourier à Colombes et donc spécialiste de la motricité digestive. Pascal de Santa Barbara, côté recherche fondamentale que je ne représente pas, et John Rendu, côté génétique. Et donc l'idée de cette table ronde-là, c'est de faire un peu le point sur le lien entre la recherche et la clinique. Alors, je pense que depuis ce matin, à peu près tous les topos illustrent ce lien entre la recherche et la clinique. Il y a un certain nombre de choses positives que j'ai entendues depuis ce matin. Tous les topos présentant un certain nombre de projets de recherche, que ce soit métadolomique, Smooth Pipo, les organoïdes, la French Connection. Il y a eu aussi, je trouve, une belle représentation d'une implication directe pour le patient de la recherche clinique, c'est les complications gynécologiques dont on a parlé ce matin, donc l'étude d'Alice Zimmerman et d'Emmanuel Dugelet qui a bien montré qu'un certain nombre de patients, dans ce projet de recherche, il y a des complications gynécologiques qui ont été identifiées et qui en fait n'étaient pas vraiment décrites et connues jusqu'à présent, et donc ça pourrait avoir une implication vraiment directe pour les patients, comme l'a soulevé Manon après. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était une belle démonstration de ce lien recherche clinique. Le dernier topo de Pierre aussi sur la cardiopathie et les POAC, puisque donc on se dit aussi que ce serait bien dans les POAC de rechercher cette atteinte cardiaque que finalement peu de gens connaissent. En revanche, dans les côtés un peu plus négatifs, on a parlé à plusieurs reprises de toutes les difficultés de mise en place des projets de recherche, à la fois sur le plan financier, sur le plan lourdeur administrative. Et donc en France, pour ça, on est particulièrement mauvais, à la fois en termes de lourdeur des démarches administratives et puis de difficulté d'obtenir des fonds, avec cependant une amélioration quand même ces dernières années. Donc je vais laisser la parole ensuite aux intervenants, mais je me disais qu'on pouvait commencer par donner un peu la parole aux cliniciens. On a vu depuis ce matin que dans la POAC, les difficultés, elles sont en fait finalement autant sur le plan diagnostique que thérapeutique. Et donc, je voulais demander aux cliniciens s'il y avait une chose que vous voudriez améliorer en priorité, ou le côté de prise en charge des patients actuels qui vous pose le plus de problèmes, est-ce que ce serait plutôt sur le plan diagnostique ou thérapeutique? Est-ce que il y a un élément sur lequel vous vous dites vraiment là, il faudrait qu'on puisse progresser rapidement? Donc, je peux déjà donner un élément de réponse pour ce qui est du diagnostic et de la difficulté du diagnostic. Il ne faut pas imaginer que dans ces pathologies, je vous ai rappelé les symptômes à dessein, des douleurs, de la diarrhée, de la constipation, du ballonnement. Finalement, ça peut être une colopathie. Et donc, il ne faut pas imaginer qu'on a soit une... Je dis colopathie volontairement, on n'utilise plus ce terme, mais pour dire que c'est une pathologie banale, très fréquente, même si on pense exactement l'inverse, mais en tout cas, en termes de physiopathologie, de conséquences potentielles. Et de l'autre côté, les POAC. Il y a un continuum, en fait. Et c'est toute la difficulté de savoir où se situe le patient. Est-ce qu'on est... Il y a des auteurs qui ont... parler de troubles sévères de la motricité digestive, sévère gastro-intestinale, etc. Donc il y a un continuum, il y a la pathologie dite fonctionnelle classique, il y a les POAC qui sont faciles à diagnostiquer parce que l'intestin est très dilaté, etc. Et puis il y a toutes les formes. Et la difficulté, c'est tous les gens qu'on nous envoie avec des tableaux symptomatiques très sévères, on ne sait pas
jusqu'où il faut aller, jusqu'où on peut aller dans le diagnostic de POAC, parce que ça, là, pour le coup, ça change tout si on est dans le diagnostic de POAC. Donc ce phénotypage-là, déjà, il n'est pas facile. Hein, il ne faut pas s'imaginer que c'est j'ai une POAC ou rien. À une patiente qui a une constipation sévère avec un tableau d'inertie colique, c'est une POAC. Mais il faut lui faire une colectomie, pas une colectomie. C'est extrêmement compliqué. Donc, quand le diagnostic est établi, c'est ce que je disais tout à l'heure, souvent on a déjà perdu beaucoup de temps. Et quand on met en place des traitements, on a perdu trop de temps. J'ai perdu trop de temps. J'ai appris beaucoup de choses. J'en reparle parce que c'était il y a quelques mois, donc j'ai ça bien en tête. Mes collègues de Barcelone, de l'hôpital du Val d'Hebron, ils ont une stratégie de traitement, des traitements que moi personnellement je n'avais jamais utilisés dans les POAC, dans les formes de diagnostic à récent. En se disant, dès qu'ils ont un argument pour penser que c'est une pathologie dysimmunitaire, parce que sur l'anapathe, il y a un infiltrat lymphoplasmocytaire, même s'il n'y a pas d'anticorps, symptômes récents, il y a une ambiance un peu dysimmunitaire, rituximab, vedolizumab, etc. J'avais pas du tout cette culture-là. Pas du tout. Donc, d'où l'importance que ces patients, ils ne traînent pas 10 ans, c'est ça que je veux dire. Et là, on n'est pas très bon. Là, on n'est pas très bon. Et ils ont des résultats avec ces traitements chez ces patients, mais diagnostic rapide, mise en traitement rapide, sinon après c'est trop tard. Là, on nous a montré les images, elles sont très belles. Quand vous avez une mésenchymopathie, une neuropathie, vous avez une myopathie, c'est foutu après. Quand le muscle, il est, comme on l'a vu là, il n'y a plus aucun traitement qui marche. Donc c'est avant qu'il faut agir. Et à l'inverse, nous, on a aussi parfois des faux diagnostics, c'est-à-dire certains patients dont on a déjà discuté d'ailleurs parfois en RCP, qui ont un diagnostic de POAC qui n'était pas forcément bon au départ, qui sont opérés, qui sont pris en charge et qui ont en plus toutes les complications un peu iatrogènes. Et en fait, quand on regarde l'histoire avec un peu de recul, ils n'avaient pas vraiment de POAC. Et ça, c'est vrai que la difficulté diagnostique et l'absence de gold standard et de facilité d'avoir un diagnostic clair et précis, c'est très compliqué. C'est vrai que c'est très compliqué parce qu'il y a des patients qui sont très demandeurs aussi et qui poussent à avoir des soins de plus en plus invasifs parce qu'ils sont quand même symptomatiques, même si ce n'est pas des formes avérées de POAC. Et effectivement, le fait qu'il n'y ait pas de critères forcément établis fait qu'on a parfois des difficultés. Pareil, pour avoir des examens de la motricité, ce n'est pas toujours évident. Je pense qu'il y a très peu de centres aussi, malheureusement, qui offrent des possibilités d'examiner finement la motricité. Ça reste des examens aussi qui sont invasifs et pas toujours faciles à supporter pour les patients, ce qui fait qu'ils n'ont pas forcément ces examens-là. Et parfois, ça peut permettre vraiment de trancher. Je pense qu'il faut, si vraiment on a beaucoup d'hésitation, avant d'opérer, je pense que ça peut être vraiment justifié d'aller explorer la motricité, d'aller avoir quand même cet argument positif ou négatif pour savoir un peu l'intensité des soins qu'on veut mettre pour ces patients. Je pense que ça peut aider dans certaines situations où vraiment on est dans ces situations, on est vraiment dans le doute. Dans les situations où c'est assez évident, où c'est vraiment très distendu ou autre, c'est vrai que là on se dit ça va peut-être pas forcément changer la prise en charge d'avoir une manométrie si le grêle est très distendu ou autre, mais si on n'a pas d'argument franc à l'imagerie, là je pense que chez ces patients-là, il faudrait qu'on ait plus d'exploration fonctionnelle et plus d'accès à ces examens-là. Moi, pour rebondir sur la partie pédiatrique, je pense que la situation est peut-être un peu différente. On a plus de formes primitives en pédiatrie, on a des formes qui débutent en anténatale, on a beaucoup de formes avec mégavessie. Les progrès de l'anapathe, de la génétique font que j'ai l'impression que le problème diagnostique, avec en plus le PNDS qui a émis des critères diagnostiques précis qui rejoignent ceux de l'EBSGAN, on est quand même probablement meilleur pour être un peu, même si rien n'est parfait, mais on est peut-être un peu meilleur sur le diagnostic, même s'il reste des formes, et c'est comme vous l'avez très bien dit, un continuum, et on les voit dans les consultes multidisciplinaires POAC, ils viennent pour avoir un avis diagnostique. La plupart ne sont pas étiquetés finalement POAC, mais c'est des patients qui quand même ont des symptômes qui sont extrêmement invalidants. Et donc moi, j'irais plutôt sur le versant, pour répondre à ta question, Hélène, de la prise en charge. Moi, il y a une chose qui depuis toujours, vraiment me gêne dans la pratique, c'est la douleur.
C'est-à-dire que la douleur des patients qui ont une POAC, elle ne ressemble pas à la douleur des autres patients. On a des patients, et je l'avais dit il y a 2 ans, on en avait parlé à la table ronde, il y a des patients qui ont des maladies de Crohn extrêmement sévères, qui ont des maladies digestives extrêmement sévères. Aucun n'a aussi mal qu'un patient POAC. Et je pense que la médiation de la douleur, elle est différente chez ces patients, et c'est pour ça, et je vois qu'Alexis nous a rejoint cet après-midi, mais c'est pour ça que Métadolomique aussi a été pensé. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup là-dessus, parce que je pense que quand on comprendra le mécanisme de la douleur chez ces patients, on aura fait un grand pas dans la compréhension physiopathologique de la maladie. Alors, je souscris à 100. J'allais prendre le micro pour parler de la douleur. Il faut se rendre compte qu'il y a quelques années, c'était même pas cité dans les symptômes de la POAC, dans les articles, dans les cohortes, etc. On ne parlait pas de douleur, très peu. Et on a fait faire un travail avec Francisca. On a repris 200 ou 300 dossiers là, il y a quelques années. Et la douleur, ça nous a sauté aux yeux. Alors on avait déjà ces patients, mais c'est incroyable. On parlait que de l'occlusion, que de la nutrition, etc. La douleur, jamais. Et ces patients, ils ont des douleurs, en plus, infernales à soulager. On n'arrive pas à les soulager correctement. Et on n'utilise probablement pas les bons médicaments. On est bien obligé de donner quelque chose, mais on voit bien que ça ne marche pas, que c'est l'escalade, et qu'on arrive à des patients qui sont en impasse thérapeutique complète. Sous opiacés, ce qui ne fait qu'aggraver le truc, parce que je ne sais pas pourquoi les modulateurs de la douleur qu'on utilise dans les autres pathologies de l'axe cerveau-intestin, ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc c'est un mécanisme, je suis tout à fait d'accord avec toi, très particulier. qui est complètement différent. Et on se retrouve avec le cercle vicieux de donner des opioïdes qui aggravent l'occlusion. Donc on ne veut pas les donner, mais d'un autre côté, les patients ils souffrent, on n'arrive pas à les soulager, et on aggrave la maladie. Enfin, et puis il y a cette hétérogénéité de la douleur chez les patients, c'est-à-dire qu'il y a des patients finalement très sévères qui n'ont pas très mal, et des patients beaucoup moins sévères mais qui ont des crises douloureuses très intenses. Et ça, on ne comprend pas non plus, mais peut-être aussi grâce à Métadolomique, peut-être on comprendra un peu mieux. Mais ouais, c'est vrai que c'est un des problèmes majeurs, la douleur, actuellement. Et j'avais une autre question plus pour les chercheurs et les généticiens. Selon vous, quel est l'élément de recherche fondamentale ou génétique qui sera le plus prometteur dans un futur proche ? Donc on a déjà présenté un certain nombre de choses aujourd'hui, donc il y a beaucoup de choses qui nous paraissent très prometteuses, mais qu'est-ce qui, vous pensez, va changer la vie des patients POAC dans les années à venir, ou qu'est-ce qui, dans un monde, enfin, qu'est-ce qui pourrait, si on est très optimiste. Alors, sur le côté de la recherche fondamentale, on ne va pas tout de suite changer la vie des enfants et des patients et des familles. On va, effectivement, notre première étape, c'est comprendre la mécanistique et on va être obligé de focaliser sur des groupes. Et donc, c'est la génétique qui va nous aider à focaliser sur des patients avec le même type de mutation pour essayer de mieux comprendre la mécanistique induite par les variants et donc les mutations. Donc, nous, on va être sur gamma SMA, donc ACTG2. Mais c'est vrai qu'on est obligé, et le temps de la recherche est long. Vous avez pu voir qu'on était un certain nombre de chercheurs, donc par rapport aux différentes assises qu'on a eues depuis maintenant une douzaine d'années, on a augmenté en nombre et donc en force de frappe et donc en compétences, et ça nous permet d'aller plus loin et de façon plus précise. Une fois qu'on aura trouvé les mécanistiques pathologiques, il faudra trouver sûrement d'autres collègues qui vont avoir d'autres approches complémentaires. Et ça, c'est sur un continuum de quelques années. Le problème, c'est les financements. Donc, effectivement, le POAC, vous avez de la chance, c'est, entre parenthèses, à l'heure actuelle, à la mode. Et donc, sur les financements, on arrive à avoir des financements quand même intéressants pour au moins poser les questions qui nous intéressent et avancer.
À nouveau, on a des créneaux de 5-10 ans, et donc il faut que ça avance sur ces 5-10 ans. Voilà. Après, ça va être la coordination entre la clinique et nous, la recherche, parce qu'une fois qu'on aura identifié ces mécanismes, on va avoir besoin de vous, et donc soit de prélèvement, soit de données en fait fonctionnelles, puisque le plus souvent, c'est bien beau. À nouveau, on a utilisé beaucoup de tissus, on a fait beaucoup de choses, mais la fonctionnalité, c'est quelque chose qui nous manque, et de faire le lien de la fonctionnalité jusqu'au mécanisme pathologique, c'est ce qui est le plus intéressant. Pour rebondir sur le côté versant génétique et diagnostic, comme vous l'avez vu, on a 50% de diagnostic tout mouillé, même en faisant des génomes, on arrive. Moi, je dirais que la première chose, ce serait un phénotypage. Les généticiens, on vous a souvent orienté à dire oui, 4-5 signes cliniques, 4-5 sigles HPO. Ça va bien, et on a un phénotype, et avec 2-3 coups d'IA, on arrive à avoir le diagnostic. En fait, le problème, c'est qu'ils sont phénotypés une fois, une autre fois encore en demande, mais après, ça prolonge le temps, etc. Donc le patient, il prend 5-10 ans dans la vue, mais c'est faire un phénotypage profond, maximum, dès le début. Comme ça nous permet, nous, en génétique, de grouper les patients, mais dès le début. C'est d'avoir le maximum de choses. On était à l'ère avant, on était à l'ère du tout anapathe, ça c'est pour toute pathologie confondue, où on prélevait, il y a la génétique qui n'existait pas. On est passé à l'ère de la génétique où on a dit c'est plus la peine de faire l'anapathe parce que c'est traumatique, tout ça. Mais en fait, maintenant, on demande toujours, après la génétique, ce serait peut-être bien d'avoir de l'anapathe pour confirmer le diagnostic. Donc, si les patients, vous n'aimez pas bien les biopsies, mais si c'est possible de faire une biopsie, et à titre conservatoire, ou au moins avoir une anapathe, et ça fait qu'il y a un tissu qui est banqué, ça nous servira toujours pour la suite. Donc, dès le début, c'est le phénotypage profond, et récupérer au maximum... avec les règles d'éthique, tout ça, on est OK. Pour la suite, parce qu'après, pour lancer les projets de recherche clinique, récupérer, par exemple, pour le projet SOUS-PIPO, c'est un tube de sang. Il y a eu 2 ans de démarches administratives. Il y a un papier qui est sorti dans Brain d'une équipe anglaise qui disait, je crois que c'est Brain, j'ai plus une équipe anglaise qui disait, et si les patients comprenaient la lutte qu'on fait par rapport, face à l'administration. Et c'est quelque chose où on ne s'en rend pas compte, c'est une telle chape de béton qu'on se prend. Et c'est l'Angleterre. L'Angleterre, ils sont plutôt cool. Ouais, donc pour ça, je voulais rebondir là-dessus par rapport à ce que vous avez dit en introduction. Il ne faut pas qu'on ait de complexe. Je peux vous dire que dans tous les pays, en Europe en tout cas, c'est compliqué. Tous les pays, c'est compliqué. Et tous les collègues se plaignent des mêmes difficultés, des mêmes lourdeurs. On a de plus en plus de règles, on a de plus en plus d'administration, on a de plus en plus... Bon, alors quelque part, je ne veux pas critiquer un peu quand même, mais c'est pour protéger, c'est pour être sûr qu'on fait bien pour les patients, etc. Mais en fait, c'est plutôt parce que il faut franchir les strates administratives, ça coûte de plus en plus cher. On a de la chance de pouvoir avoir quelques financements. Donc, il ne faut pas être trop négatif. Parce qu'en fait, en Europe, il n'y a que la France qui a réussi à monter ça. Moi, si je peux donner 2 exemples qui mettent en exergue ces difficultés entre la clinique et la recherche. Effectivement, SOUS-PIPO, où le temps, avec certains patients bien ciblés, avec un variant ciblé, le temps que l'étude se monte, moi j'avais au départ par exemple 3 patients à proposer à l'étude, on a malheureusement perdu une patiente, et puis on a les 2 autres patients qui sont passés chez l'adulte, donc il a fallu faire un amendement pour inclure le centre de Beaujon, puisqu'ils étaient maintenant suivis à Beaujon, ce qui a repris du temps, et on est en fait à un moment dans un espèce de... la temporalité, comme tu le disais Pascal, de la recherche, c'est pas du tout la même que celle des patients. Et donc, il y a cette première difficulté. Et la deuxième difficulté aussi pour la recherche clinique plus particulièrement, c'est méthodolomique, où effectivement on a mis beaucoup de temps, et Alexis peut témoigner qu'on a
beaucoup ramé avec la DRCI, etc. Et tout ce qui était lourdeur administrative au départ. Et une fois qu'on a mis l'étude en place, il fallait que les patients se mobilisent et ça a été difficile de les faire venir. C'est ce que je disais ce matin. On a maintenant 5 patients inclus, donc on est très contents. On est encore loin du compte et il a fallu que les ARC se déplacent à domicile pour faire les prélèvements, pour réussir à avoir du matériel. Donc il y a vraiment, je trouve que c'est 2 problèmes qui sont la mobilisation des patients qui ont déjà un parcours de vie qui est très complexe. Ils sont souvent à l'hôpital, ils sont souvent, la maladie est déjà omniprésente dans leur vie. On leur demande de revenir faire des prélèvements, de faire des choses en plus pour la recherche. C'est déjà pas facile. En tout cas, en pédiatrie, c'est compliqué aussi à expliquer. Et puis ce problème de lourdeur administrative et de temporalité de la recherche qui du coup décale les projets et que même si nous on comprend bien que les projets qui se montent comme la French Connection c'est des échéances à 5 ou 10 ans, c'est vrai que pour les patients c'est difficile à comprendre. Donc c'est intéressant de parler de ça et d'expliquer aussi aux patients pourquoi c'est important de se mobiliser même s'ils n'auront pas des résultats tout de suite. Oui, c'est ça, il faut qu'ils comprennent que c'est pas forcément pour eux directement. Alors comme c'est une maladie chronique et qu'elle ne va pas disparaître, peut-être que pour eux un jour ça servira, mais peut-être pas. Et puis en recherche, on cherche, mais on ne trouve pas tout le temps. Donc parfois il est possible que le patient participe à un certain nombre d'études qui finalement ne changera rien pour après, pour lui et même pour les autres, quoi. Et à ce moment-là, est-ce que les associations de patients, donc est-ce que l'association POAC ne peut pas avoir un levier peut-être pour un peu bouger l'administration sur la rapidité du dossier ou mettre un coup de pression ou solliciter et bouger les patients? Oui, je pense pour contacter les patients, aider à bouger un certain nombre de patients. On le fait déjà, ouais. aussi bien au niveau des patients que des administrations d'ailleurs. Après, il y a des délais incompressibles avec les recherches cliniques où pour un CPP, il faut attendre 1 mois, puis 1 mois, etc. Enfin, il y a des choses incompressibles. Après, les patients, c'est comme au niveau du PNMR4, les associations de patients sont encore plus ciblées pour faire avancer les choses. Je pense que c'est aux patients aussi de revenir voir son clinicien en disant « j'ai entendu parler d'un essai clinique ». Et de la recherche clinique, etc. Je ne suis pas toujours sûre qu'il kiffe le clinicien. Tout dépend comment c'est apporté. Emmanuel, oui, c'est sûr. Non, mais... Tout dépend comment c'est apporté. Après, comme disait M. Zerbi tout à l'heure, il y a aussi quand même une notion de protection des patients pour la recherche. Parce qu'on peut aussi se dire qu'on va partir dans tous les sens, aller prélever tout le monde, faire des biopsies à tout le monde, sans que ce soit très... Donc il y a un équilibre à trouver entre la protection des patients et puis la recherche, et puis que ça avance quand même un peu. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Alors, juste, c'est vrai que... moi, je me rappelle à nouveau, il y a une quinzaine d'années... où je m'étais retrouvé donc, en faisant de la recherche purement fondamentale à venir voir, donc c'était Jean-Pierre Hugo et l'association des patients en disant on a besoin de prélèvements de parois digestives pour analyser et essayer de mieux comprendre la pathologie. Je comprends que ça a choqué. D'ailleurs, l'accueil avait été très froid et après, on avait pu discuter réellement de la réalité. Maintenant, les choses ont beaucoup changé. C'est qu'effectivement, les prélèvements, la plupart du temps qu'on va demander, ça va être des prélèvements sanguins. Donc, c'est quelque chose qui se fait normalement. Alors, effectivement, tout a été validé administrativement. Et donc, tout ça, maintenant, on a des moyens, ce que fait Maxime Mahé, à partir juste d'un prélèvement sanguin, de pouvoir recréer un mini-organe digestif. Et donc, on ne va pas embêter énormément les patients, on va plus embêter les cliniciens. Et donc, c'est vrai que pour l'instant, on a l'impression que chaque fois qu'on a des projets intéressants, de venir vous embêter, vous solliciter. Et potentiellement, la mise en place de cette French Connection va nous permettre, quand ça sera finalisé, ou peut-être au fur et à mesure de la création de cette biobanque, de pouvoir avoir accès directement à cette biobanque et plus venir vous embêter dans votre pratique courante et de pouvoir nous continuer à développer notre approche
À nouveau, notre approche, c'est pas purement fondamental, hein. C'est pour qu'il y ait un bac, un retour sur une meilleure compréhension et potentiellement des améliorations. Donc, et ça, effectivement, si on a une structure qui se met en place, qui est nationale, et où en fait on sait qui contacter et que ça ne va pas prendre des délais exorbitants, ça va être beaucoup plus simple et vous allez pouvoir recruter plus de chercheurs. Et qui dit plus de chercheurs dit... Voilà. Donc ce point est vraiment important parce que pour l'instant, on ne va pas dire qu'on bricole, mais on fait comme on peut. Voilà. Je voulais juste rajouter une chose, je me suis mal exprimé en disant il faut biopsier, etc. C'est il faut surtout pas oublier l'anapathe, qui de pas dire on fait de la génétique, on oublie l'anapathe, c'est toujours conserver les multiples axes d'interprétation diagnostique. Et l'avantage de l'anapathe, c'est qu'au moins il y a une conservation du prélèvement pour une réutilisation future, soit pour des analyses plus poussées, type transcriptomique, protéomique, etc., qu'on ne sait pas encore faire, mais qu'on développera peut-être plus tard. Mais c'était de faire de la biopsie, c'est plutôt à visée diagnostique, mais de le faire, enfin, ne surtout pas oublier l'anapathe, parce que c'est le tout génétique ne marche pas, parce qu'on reste avec les mêmes pourcentages de rendement diagnostique. Voilà. C'était pas dire de faire la biopsie. Quand j'évoquais les biopsies, c'était pas de vous que je parlais. Ouais, non, je dis que justement, il existe des mécanismes de protection en France qui sont certes très lourds et probablement bien trop excessifs, mais qui servent quand même à protéger les patients de recherches qui pourraient être menées hors cadre institutionnel, universitaire ou de recherche qui pourraient aboutir à des choses. Je pense qu'à la base, c'était quand même pour ça qu'avaient été créés tous ces mécanismes de protection, de CPP, etc. Maintenant, on est peut-être dans l'excès inverse où il y a beaucoup trop de lourdeur et on ne peut plus rien faire quasiment sans faire un amendement de 10 pages. Les lourdeurs, elles ne sont pas forcément là. C'est ça où j'ai modulé mon propos. C'est que les lourdeurs, c'est au-delà de la simple analyse éthique, bioéthique d'un CPP ou autre. Maintenant, les DRCI, c'est des administrations quasiment autonomes à l'intérieur des hôpitaux et qui vivent en autarcie là, et qui s'autofinancent, qui prélèvent tout ce qu'ils peuvent prélever sur le moindre petit doigt qu'on lève et qui nous assomment Donc voilà, effectivement, je trouve que là, le balancier, il est allé un peu loin quand même. Ils forfaitisent un peu leur... On ouvre la porte, on paye. Je crois qu'on a les mêmes problèmes partout. On appelle, on paye. Effectivement, il y a aussi nous on le voit de notre côté, il y a une temporalité qui est un petit peu différente entre quand on veut aller sur de la clinique ou du moins avoir accès à des échantillons. Donc il y a un timing qui est assez conséquent, plus que ce qu'on pensait. Mais la plupart des financements, quand on les obtient, c'est entre 2 et 4 ans maximum. Et donc, quand on met en place un programme, on l'a mis sur Small People, on avait dit, peut-être qu'on va avoir un peu de difficulté à faire du recrutement, donc on va demander 4 ans de financement. Et donc, finalement, on se retrouve au milieu du pont et on finit à peine l'administratif avant même le recrutement. Donc, on se retrouve en finalité, nous aussi, bloqués sur certains trucs. Certains timings qui sont assez différents. Et ça, les patients sont devenus adultes entre-temps. C'est plus les mêmes médecins référents. Quand même, tout ce qu'on dit là, enfin, je trouve quand même que le projet French Connection, il va quand même permettre de structurer tout ça, enfin, chez l'adulte. Mais c'est une première étape, vous disiez chez l'adulte. Après, finalement, ça aide aussi. Mais franchement, tout ce qu'on dit là, il faut des prélèvements, il faut, si on crée une banque, si on crée une cohorte, si les malades sont bien phénotypés, avec des bonnes explorations, que tout le monde fait la même chose, vous vous rendez compte, ça va être une mine incroyable. Et là, on va pouvoir faire des tas de trucs avant les 5 ans de fin de suivi des patients. Et pour la pédiatrie, le registre mondial de Federica Vitti, je ne sais pas où elle est. Voilà. Va aussi être dans ce même objectif. On arrive à la fin de la table ronde et je trouve que du coup c'est très bien de terminer là-dessus, sauf si Aïssem, tu avais une... Après c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que c'est une maladie très polymorphe, on voit avec la différence déjà entre les POAC pédiatriques et adultes où on n'a pas du tout probablement des maladies quand même très, très variées
Et il y a aussi l'importance de clusteriser. Et c'est sûr que d'avoir des biobanques aussi importantes, ça va permettre de mieux définir ces clusters, ce qu'on voyait notamment avec les travaux de Mincho, etc. Mais là-dessus, c'est sûr que ça rejoint tout ce qu'on disait. Mais je te laisse conclure, Hélène. Mais je trouve que finalement, c'est quand même plutôt positif tout ce qu'on a dit. Il y a plein de choses positives. En effet, ça reste pas simple la recherche. Et en termes de temporalité aussi, voilà, pour le patient, c'était un peu de la provocation hein, tout à l'heure. Ma remarque sur qu'est-ce qui va changer la vie des patients dans un court terme, on sait tous que finalement, voilà, c'est rarement le cas, mais ça prend du temps et rien que quand on regarde le compte-rendu des assises POAC de 2013 et le compte-rendu futur des assises d'aujourd'hui et même de celui d'il y a 2 ans, on voit quand même beaucoup de progression ces dernières années. Et voilà, c'est grâce aux patients et à la collaboration entre les chercheurs et les cliniciens. Voilà, merci à tous. Ils sont pénibles. Donc, on va passer à la table ronde coordination ville-hôpital. Ça me tient à cœur parce que je voulais un petit peu... On avait un programme qui était vraiment axé recherche et c'est super important et c'est super porteur d'espoir et c'est là qu'on mise tout. Mais j'avais aussi envie qu'une fois encore, comme dans toutes nos assises, le malade, le patient, soit au cœur du débat. Donc on s'est dit avec l'équipe que coordination ville-hôpital, eh bien, réunir un petit peu ces acteurs qui vivent au quotidien, qu'ils soient malades ou accompagnants, ou encore eh bien, professionnels de santé, professionnels de la coordination de santé. Donc voilà, on va commencer peut-être par un rapide petit tour de table, mais en commençant par Cindy Saliou, donc, qui est la maman d'Eléa, une jeune fille atteinte de POAC, qui vient tout juste de basculer dans la majorité, mais vraiment tout juste. Cindy a pour le coup un long vécu d'aidante, de parents aidants, de parents aimants. Et voilà, je te laisse te présenter et on reviendra ensuite vers toi pour que tu nous parles un petit peu des difficultés et des problématiques rencontrées. Donc effectivement, je suis maman d'Eléa qui a 18 ans, malade depuis la naissance, enfin diagnostiquée depuis quasi la naissance. Nous venons du Havre, nous avons la chance d'avoir été suivis par le CHU de Rouen et une chirurgienne à l'époque qui connaissait déjà bien la POAC parce que ancienne interne du professeur Collomb de Necker. Voilà, et voilà, avec un parcours pas toujours évident hein, quand on a une enfant malade et quand on doit s'arrêter de travailler et qu'on doit reprendre le travail derrière et qu'on doit tout gérer la logistique hein, parce qu'on est infirmière, on est taxi, on est coordonnateur. Ouais, enfin voilà, on s'occupe de tout. Voilà, mais aujourd'hui, c'est une jeune femme... On y reviendra, Cindy, si voilà. ça te... Ouais. Voilà, on va juste faire un petit tour de table rapide. Bon, Manon Piqui, que je pense la majorité d'entre vous connaissent. Manon, je te laisse dire quelques mots. Bonjour pour ceux que je n'ai pas vus. Donc, Manon Piqui, j'ai 33 ans et je vis avec la POAC depuis la tendre enfance. Voilà, j'ai été diagnostiquée à peu près à mes 18 mois. J'ai eu une dérivation pendant 15 ans. Je suis une sous-nutrition parentérale depuis 27 ans maintenant et ma propre infirmière depuis 15 ans cette année. Voilà, donc on aura le temps d'y revenir durant la table ronde. Mais voilà, je pense que je suis la coordinatrice de ma prise en charge. Voilà. Tout à fait. Donc Manon, on va finir de présenter les malades. Anissa Gamri. Bonjour. Il marche Anissa. Okay. Touche à rien. Bonjour à tous. Je m'appelle Anissa, j'ai 21 ans. J'ai une POAC depuis la naissance, diagnostiquée à 1 an. J'ai été suivie une grande partie de mon adolescence ici, à Robert Debré, et maintenant je suis à Beaujon.
Et pour le coup, Anissa pourra nous parler de la transition et du défi que ça représente, parce qu'elle était ces derniers mois en plein dans cette bascule très difficile, et en plus à des moments médicalement difficiles pour elle. Donc merci à tous les 3 parents, patient adulte installé, patient adulte tout frais et patient depuis toujours, d'être là pour partager vos expériences. Monsieur Val, Rémi Val, donc infirmier coordinateur de prestataires. Infirmier à la base, je suis passé par le libéral, j'ai eu l'occasion de m'occuper un peu de patients qui avaient la POAC sur Marseille, un peu dans le flou artistique au début, et mon évolution après vers un poste de coordinateur ville-hôpital m'a permis de connaître un peu plus sur la pathologie. Voilà, et vous reviendrez un petit peu justement, vous qui êtes un des principaux acteurs de cette coordination, tout en étant au quotidien, en tout cas très proche des patients. Pas pour tout le monde, mais effectivement, voilà, on est le lien entre l'hôpital, l'infirmier vraiment à former souvent, et la famille et le patient. Tout à fait. Et donc ensuite, nous avons, j'ai perdu ton Florence Liébert. Florence donc de Robert Debré, infirmière coordinatrice également. Voilà, exactement. De service. Exactement, je travaille en collaboration et en équipe avec Emmanuel Dugelet, et puis un certain nombre de médecins que je connais ici depuis que je suis infirmière coordinatrice, qui fait maintenant, ça va faire 32 ans. Donc j'ai connu pas mal d'enfants et que j'ai suivis ensuite, qui sont passés chez l'adulte. Et je suis là depuis ce temps-là pour essayer d'aider au maximum et de faire mon possible pour qu'ils puissent rentrer à la maison et essayer de les aider le mieux. Voilà. Merci beaucoup. Les aléas des transports et des agendas ne nous ont pas permis d'avoir aujourd'hui un infirmier coordinateur adulte. C'est dommage parce que c'est pas le même métier en fait. Mais bon, je pense que justement, Monsieur Val, qui travaille avec eux en étroite collaboration, pourra justement se faire écho un petit peu des problématiques rencontrées ou au contraire des aspects positifs. Cécile, je vous écoute. Oui, bonjour, je m'appelle Cécile Bordier et je suis pharmacien. Je connais la maman de Anissa et je suis très contente d'avoir été invitée pour écouter un petit peu les assises et connaître un petit peu mieux la maladie. Donc vous êtes pharmacienne d'officine. Oui. Pour le coup, vous accompagnez 2 sœurs, oui, 2 sœurs atteintes toutes les 2 de la maladie de POAC. Et vous pourrez nous faire part. Eh bien, je crois que votre profession, c'est assez difficile en ce moment aussi. À la fois de ce que vous rencontrez comme difficulté, de l'accompagnement aussi, parce que bien souvent, j'ai envie de dire que le comptoir, c'est le dernier endroit où le patient ose encore parler des fois. Exactement. Donc, je pense que... Et sa maman fait un très très bon combat, vraiment. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. J'ai envie de dire que les mamans POAC sont toutes des mamans courage. Exactement. Des mamans louves et des mamans lionnes. Voilà, on en a encore un exemple ici et on y croit. Alors, moi, j'ai envie un petit peu qu'on se recentre. On est dans un contexte actuellement où les prises en charge sont menacées. Alors, comme ça vous paraît bizarre. Vous n'avez pas forcément ce sentiment-là. Mais on s'est rendu compte, au niveau des prestataires, au niveau des infirmiers, eh bien, qu'on est de plus en plus confronté à certaines impasses. Vous m'arrêtez si vous pensez que je me trompe, notamment sur les médicaments. Vous pourrez certainement, Cécile, je crois que les difficultés avec les AMM, le dépassement d'AMM, les hors AMM, c'est quelque chose qu'on retrouve. Manon, tu peux peut-être nous en parler un petit peu, notamment des exemples que tu as actuellement. Et je pense que Cécile aura certainement à rebondir dessus.
Alors le plus gros exemple, et je pense qui est en vogue, peut-être on va dire à la mode chez les POAC, c'est le sujet de la trimébutine, qui est une des seules molécules à avoir un effet positif sur le péristaltisme, mais qui a aussi l'inconvénient quelque part où le corps s'accommode un petit peu et on peut monter dans ce qu'on appelle l'escalade thérapeutique. C'est pas de la volonté du patient, ça nous réjouit pas du tout de faire des soins stériles plusieurs fois par jour, de dépendre de ces traitements-là. Je suis émue parce que j'étais pas dans cette situation il y a quelques années. Et j'en suis à la situation où je me pose la question d'une remise en stomie. Parce que cette escalade thérapeutique, parce qu'on me culpabilise aussi beaucoup de cette consommation-là. Et parce que c'est difficile en fait d'avoir son traitement. Nos pharmaciens ont du mal à se faire rembourser. Les délivrances du coup sont compliquées. On est obligé d'avoir du traitement seulement pour 7 jours. Donc y a la pression. Quand tu casses une ampoule, ça m'arrive de piquer des crises dans ma salle de soins parce que mince quoi, elles sont précieuses ces ampoules et on nous les remplacera pas. Mais ça arrive que ça glisse, que ça arrive dans les mains. Enfin voilà. Donc c'est vrai que c'est une pression supplémentaire parce que on a déjà le poids de la maladie au quotidien, on a les soins à gérer, on a tout ce que vous ne voyez pas parce que vous avez la chance de ne pas vivre à nos côtés tous les jours pour subir ce qu'on vit. Et c'est énormément de choses en fait qu'on est obligé de gérer au quotidien. Moi, quand je disais que je suis la coordinatrice de ma prise en soin, je plaisante pas en fait. Je suis la seule à coordonner tous les pairs autour de moi. Et justement, je voulais dire là-dessus, parce que la coordination ville-hôpital, c'était de placer le patient au centre d'un cercle vertueux de médecins, de soignants, d'intervenants, qui soient de la ville ou de l'hôpital. Et on a voulu, et à juste titre, rapprocher le patient de sa vie au quotidien, de lui rendre la vie la plus douce possible dans ce qui est le plus douloureux à vivre. Et puis finalement, on se retrouve à tout porter sur ses épaules, en fait. Et alors oui, on va y revenir, Manon. Ouais. On va y revenir. J'aimerais entendre Cécile sur ce que disait Manon, notamment nous. C'est vrai qu'on a été confrontés à plusieurs pharmaciens qui se retrouvent en rupture de remboursement. Donc, parce qu'ils sont humains, ils prennent sur eux pour délivrer quand même les molécules, jusqu'au moment ils prennent plus sur eux parce qu'ils vont pas mettre non plus leur officine en danger. Ou la Sécu demande des justificatifs aux praticiens, que les praticiens disent finalement il en a peut-être pas si besoin s'il faut que j'engage ma responsabilité auprès de la Sécu. Ça existe aussi, il faut le dire. Et Cécile, peut-être quelques mots, vous qui êtes derrière votre comptoir. Moi, ça me touche ce qu'elle vient de dire, parce que c'est un peu ce que vit Anissa. Et c'est vrai que la trimébutine, on a eu le même problème. Et heureusement en fait, qu'il y avait... Parle dans le micro. Heureusement qu'il y avait l'association, parce qu'on a réussi à avoir quelques boîtes. En fait, on est toujours en train de se battre sur de l'administratif, alors que le cœur du métier, c'est pas ça. Merci en fait, on essaie quand même, d'aider à notre échelle le patient. Mais on se retrouve toutes les semaines à devoir calculer, à trouver des stratagèmes, tout ça pour pouvoir que le patient soit quand même soulagé, mais que nous, on soit aussi remboursé. Et on a toujours cette épée Damoclès de se dire peut-être dans 1 ou 2 ans, on aura des retours. Et c'est ce qui nous est arrivé dans l'officine, où on devait justifier d'avoir des papiers de médecin pour justifier en fait pourquoi on donne autant de quantité. C'est un peu triste. Ouais. Anissa, peut-être quelques mots. Comme l'a dit Manon, c'est hyper compliqué parce que les consommations au début elles sont gérées. Mais au niveau de la douleur, c'est vraiment compliqué au quotidien. Enfin, c'est ce qui me touche personnellement au quotidien. Et on n'a pas grand-chose pour se soulager. Et après, on essaie de pallier avec d'autres médicaments. Et des fois, les médecins, ils n'ont plus de recours. Donc, on se retrouve sous Morphinix, qui est mon cas, alors que ce n'est pas une solution, surtout avec la POAC en ce moment. Merci beaucoup. Rémi, peut-être. Moi, je vais parler de mon cas. Je me suis retrouvé à mendier dans des officines hospitalières pour pouvoir avoir de la trimébutine pour mes patients.
Et quand on engage un peu la conversation avec certains médecins, ils n'ont rien d'autre à proposer derrière. Donc en fait, on est dans une impasse complète. Je ne sais pas si on ne pourrait pas... Tout à l'heure, on a parlé sur la précédente table ronde de la douleur, les opiacés, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des publications, des articles, je ne sais pas, à présenter à ces médecins-là, justement, à leur faire comprendre que on n'est pas là pour s'amuser, mais justement pour soulager nos patients, quoi. Vous, en fait, vous voyez un peu aussi le quotidien des patients, puisque vous faites le lien entre les deux. Voilà, justement, un patient qui souffre à la maison, le médecin qui est à l'hôpital, il ne voit pas forcément cette souffrance-là. Donc, la dégradation de la qualité de vie. C'est ça. Et donc, du coup, il reste campé sur ses positions. Et pour nous, c'est un problème. On est pris entre deux feux. Et on essaye de se battre pour nos patients. Florence, en pédiatrie, ça n'est là aussi. Voilà, effectivement. Mais c'est différent en pédiatrie parce que c'est vrai qu'on on fait le lien entre le domicile et l'hôpital, et c'est vrai que dès qu'il y a quelque chose, on va vers le médecin et on essaye de trouver une solution tous ensemble, et en fait c'est pas tout à fait pareil. Emmanuel. Ouais, mais c'est juste que en fait, les problématiques sont différentes, sont un peu les mêmes, mais à l'âge pédiatrique, enfin, la problématique c'est plus sur les adolescents, voilà, et les jeunes adultes, parce que c'est un âge où parfois, oui, on est dans l'escalade en fait thérapeutique. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais j'ai bien exprimé le fait que, et je pense qu'on est nombreux à le penser, les opiacés c'est pas la solution. Maintenant, on est obligé de le faire parce qu'il faut bien vous soulager. Et que on n'a malheureusement pas beaucoup d'études. J'entends que vous voulez des articles et des études, mais il n'y en a pas. Il y en a très peu. Et donc, c'est pas vrai qu'on ne s'en soucie pas. C'est pas vrai qu'on n'est pas au courant de tout ça. C'est pas parce qu'on vit pas avec vous. Notre vie, c'est quand même beaucoup l'hôpital et beaucoup de nos patients. Et donc, on est très conscient de tout ça. Donc, bon, c'est pas une mauvaise volonté de notre part. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, on est quand même tous dans des impasses. On sollicite nos équipes de la douleur, mais c'est pas facile de répondre à tout ça. Et on sait que les opiacés, il y aura des conséquences, des escalades, des effets doses et probablement des effets adverses qui vont aggraver les choses. Juste pour... alors, il n'y avait pas d'incrimination de vous en foutez, c'était pas le sujet. Par contre, on rencontre différents professionnels et je pense que déjà en pédiatrie, l'approche, pour avoir vécu la pédiatrie et l'adulte, l'approche est radicalement pas la même. Plus empathique. L'écoute n'est pas la même, voilà, l'empathie n'est pas la même. Et moi, honnêtement, je me suis sentie toujours écoutée, épaulée en pédiatrie depuis la vie d'adulte. Alors, je ne dis pas que je n'ai pas rencontré des personnes qui étaient soutenantes, impliquées, mais c'est plus compliqué, beaucoup plus compliqué. Alors là, c'est terrible parce qu'en fait, on en revient toujours à cette fichue douleur chez les POAC, quoi qu'on fasse, comme quoi elle est omniprésente, comme quoi c'est effectivement quelque chose d'incontournable sur lequel il faut avancer. Mais voilà, la coordination ville-hôpital, c'est pas que ça non plus. C'est aussi gérer les urgences, gérer, un adulte ou un enfant qui chauffe, un sepsis. Quelqu'un qui refuse d'être pris en charge à l'hôpital. Toutes ces choses-là, ce sont des choses aussi au quotidien. Cindy, peut-être des choses à dire sur comment se passe la coordination dans les urgences en pédiatrie ? Les urgences en pédiatrie, je pense que les gens... sans vouloir critiquer qui que ce soit, mais moi je suis tombée face à des internes que j'avais envie d'étrangler en fait. C'est-à-dire que l'hôpital où il fallait que j'aille est à 100 km de chez moi. Je ne pouvais pas aller dans mon hôpital de secteur pour de la fièvre.
Quand on arrivait aux urgences, voilà, j'allais au CHU de Rouen quand même, hein, et que le médecin, l'interne aux urgences me disait, arrivait avec ses mains pleines de doigts, il me disait, on va regarder le caté. Pardon ? Voilà. Donc moi, je suis une maman râleuse, je suis une maman, j'enfonce des portes, on me surnomme lâche rien. Mais moi, personne ne touchait au caté tant qu'elle n'était pas dans le service, c'est vu par des infirmières. Ça, c'était, voilà. Florence ? Alors, je vous rejoins et malheureusement, il n'y a pas qu'à Rouen. Et on a cette problématique, on va dire, un peu partout dans les hôpitaux de proximité. Et malgré tout, on essaye de les aider, mais c'est pas toujours facile. Et oui, mais comme quoi, des fois, quand on n'est pas un grand centre universitaire et qu'on va dans un hôpital de secteur, parce que du coup, lorsque j'ai dû accoucher de mon fils, il a fallu bien que j'aille dans mon hôpital de secteur, hein, je ne pouvais pas faire la route, voilà. À aucun moment, les internes ou qui que ce soit ont essayé d'ouvrir le caté. À aucun moment. Aussitôt, j'étais transférée dans le service qu'il fallait. Voilà, ils n'ont jamais, excusez-moi du terme, pété plus haut que ce qu'il fallait. Voilà. Manon, les urgences chez l'adulte ? Quel monde merveilleux. Alors, si on a la chance, et bien souvent ça n'arrive pas quand le service est rempli de médecins au beau milieu de l'après-midi, qui sont encore en service, que les infirmières de coordinatrice sont encore joignables. Bien souvent ça arrive le soir, la nuit ou le week-end, donc au moment où il n'y a plus personne... où il n'y a plus personne dans les services, en tout cas, qui puisse coordonner la prise en soin et l'arrivée aux urgences. Alors quand c'est ça, c'est la cata. Hein. Moi, je suis déjà arrivée avec une carte urgence, avec même la fiche orphanette. Ils lisent la première de couverture, ils disent on verra après. Puis on attend. Moi, il m'arrivait d'attendre plusieurs heures alors que j'avais un ventre hyper dilaté, que j'avais un syndrome occlusif. Voilà, quand on a la chance d'avoir nos équipes qui sont présentes et qu'on arrive à les contacter, on arrive à... Voilà, moi, la dernière fois, par contre, j'ai carrément appelé et j'ai dit, je vous avertis, je ne passe pas par les urgences. C'était 8h du matin, j'ai envoyé un mail, le médecin m'a rappelé, j'ai dit, moi, vivante, vous êtes là dans le service, j'arrive directement dans le service. Je ne vais pas passer par 2-4 heures d'attente dans les urgences pour qu'on me fasse un scanner, alors que clairement, mon ventre, il ne nécessite pas de faire un scanner. On voit pas, je veux dire, quand on observe un ventre dilaté comme le mien, on sait très bien qu'il y a un truc quelque part. Généralement, si c'est l'estomac, je le sens puisque j'ai clairement envie de vomir. Donc, poser une sonde nasogastrique ne nécessite pas d'attendre des heures aux urgences et que ce soit des urgentistes qui posent des sondes nasogastriques. Donc, et cette fois-là, ça a été bien ficelé parce que je suis arrivée dans le service, j'étais attendue, il y avait un lit, on m'a posé la sonde nasogastrique et en une demi-heure, on m'avait soulagée. Voilà. Alléluia. Et la sonde n'était pas finie d'être posée, qu'elle était en train de donner. Ça avait donné 3 litres en une demi-heure. Donc voilà, je pense que le problème qu'on a, c'est comment on coordonne en fait finalement, même en interne, les prises en soins. Et d'ailleurs, au mardi, j'ai la chance de collaborer avec les mardis et on a à cœur justement de faire un état des lieux des prises en soins aux urgences, tant d'un point de vue urgentiste que d'un point de vue patient, pour justement voir qu'est-ce qui pourrait être amélioré, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que, en fait, finalement, pour qu'on n'aille pas engorger les urgences alors que finalement, c'est pas le service le plus compétent dans notre situation. Et pour que nous, on ne perde pas en temps, et parce que c'est de la souffrance, en fait, et c'est des prises de risque aussi, parce que quand les personnes ne savent pas ce qu'il faut faire, il peut y avoir des actes mal faits, pas par méconnaissance, en fait. Voilà. Rémi, les urgences pour vous. Gérer les urgences, qui ne veut pas forcément dire le service des urgences. Alors, gérer les urgences, je pense qu'il y a pas mal de choses qui pourraient être mises en place pour faciliter le fait de laisser le patient au domicile. À l'heure du tout numérique aujourd'hui, on est obligé encore de passer par le service pour récupérer des ordonnances, pour après chercher des produits en pharmacie centrale, alors qu'il y a pas mal de choses qui pourraient être mises en place sur certains services. Moi, j'ai réussi, alors pas en gastro, mais à mettre en place, en fait, quand un patient a besoin d'une molécule hospitalière, par exemple,
c'est de suite faxé à la pharmacie et le colis est prêt pour être récupéré par l'infirmier coordinateur et pouvoir installer le patient. Ça ne marche pas comme ça dans tous les services. Voilà. Entre le moment où on déclare l'urgence, où on nous donne les directives, où on prépare les ordonnances, des fois il s'écoule 24 heures quand on n'oblige pas le patient à passer justement par les urgences et à revenir à l'hôpital. Donc il faudrait faire confiance à la ville, à la médecine de ville, aux infirmiers libéraux. Il y en a qui sont très très bien formés et faciliter ces prises en charge-là. Oui, effectivement, mais c'est pas toujours la réalité malheureusement. Et nous, on est dans un service spécialisé, donc on essaye de réagir très rapidement, mais dès que vous allez chez le médecin traitant, en fait, il vous appelle parce que malheureusement, il n'est pas confiant et il n'ose pas donner les prescriptions parce qu'il ne connaît pas l'enfant et la pathologie comme le connaît le centre référent. Et du coup, ouais. Vous ne pas passer par le centre, ouais. mais que le centre... Ouais, ah oui, d'accord. Je parle de ma région encore une fois, mais voilà, que le centre facilite les prises en charge, nous donne les moyens de travailler. En tant que prestataire, chaque année, on nous dérembourse une partie des soins. En même temps, chez ce genre de patient, on ne peut pas mettre du matériel de moyenne qualité. Ah non, ça je vous confirme. Donc en fait, on paye beaucoup plus le matériel, on est déremboursé au fur et à mesure. Si en plus il faut qu'on passe des heures et des heures, en fait c'est des prises en charge que beaucoup de prestataires ne veulent plus assurer. Ben oui, voilà. Tout à fait. Personne ne se bat pour avoir un patient où il faut passer plusieurs fois par semaine à l'hôpital, récupérer des ordonnances, etc. Ben oui, mais et d'où le rôle de l'infirmière coordinatrice aussi au sein du service qui permet de gagner du temps. Voilà, d'où le rôle d'avoir une certaine ouais. Mais effectivement. Mais il y a pas mal de choses qui peuvent se faire en amont. Mettre un protocole anticipé sur une fièvre subite. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Bien sûr. Moi, je ne connais que la pédiatrie, mais juste, on est dans le cadre de maladies très rares avec des patients et c'est normal qu'aux urgences, l'interne de deuxième semestre, ils ne connaissent pas la maladie. On est tous passés par là. Et donc, ce qu'il y a, c'est que c'est une maladie rare. On a fait des cartes, on a fait des PNDS. Et donc, je pense qu'il faut flécher les parcours de soins maintenant. Et c'est ça. Alors, selon les centres, et normalement, dans les centres labellisés de nutrition parentérale, il y a une astreinte téléphonique où on doit avoir quelqu'un. Enfin, c'est dans les textes, on est... Il faut revoir la base et sur les textes aussi, parce qu'on s'engage quand même, quand on est labellisé, à avoir une astreinte 24 heures sur 24 d'appel, à la fois infirmier ou médecin. Et là, on parle des patients de parentérale, je pense, surtout. En fait, ce que disait Manon, ça soulève... tous les problèmes des maladies rares, c'est-à-dire que les patients connaissent mieux leur maladie que la plupart des médecins, sauf les médecins référents. Mais ça, comme dit Dominique, on ne peut pas leur en vouloir parce qu'on ne peut pas être spécialiste de toutes les maladies rares. Mais après, en effet, écouter le patient et juste dire « Ah bon, il faut faire comme ça » et vérifier auprès de l'astreinte quand c'est possible, ou en tout cas ne pas négliger ce que dit le patient, ça c'est fondamental. Mais le patient, il ne connaîtra jamais la maladie aussi bien que le patient qui a une maladie rare. C'est clair parce que c'est vrai que vous savez mieux que tout le monde s'il y a un truc anormal dans votre corps. S'il y a un truc qui ne réagit pas comme d'habitude, c'est immédiat, quoi. Moi, typiquement, là, c'est pas plus tard que la semaine dernière, j'étais en train de faire un soin et en fait, le pack est devenu terriblement dur. Alors, ça faisait quelques fois que je sentais une petite résistance au moment où je flushais au moment du branchement. Mais bon, ça passait, donc je me suis dit, bon, après, il a 4 ans, il commence à faire un peu son temps. Bon. Et donc, ce jour-là, j'ai appelé l'infirmière coordinatrice qui a été très réactive, qui était encore là et qui m'a dit, écoute, demain matin, il y a une place en HDJ, viens. J'ai dit, mais
Sylvie, là, on a besoin de faire un protocole d'urokinase parce que le PAC a 4 ans, il est dur à la seringue, donc en fait, je pense qu'il est juste un peu encrassé, il a besoin d'un coup de pouce, il n'est pas vraiment bouché, mais par contre, je sens une pression et j'ai une douleur au moment où il y a la pression, quoi. Bon, le lendemain, je suis arrivée à l'hôpital, j'y ai passé 5 heures pour qu'au final, on me fasse un verrou d'urokinase parce que on n'avait pas pris en considération. Alors l'infirmière du service a été gentille, hein, a été compétente dans le soin. Mais elle m'a dit « Oh, je ne sens pas une résistance particulière. Mais bon, après tout, c'est vous qui connaissez le mieux votre PAC. » Bah oui, tu m'étonnes, ça fait 4 ans que je l'ai et que je l'utilise tous les jours. Donc oui, donc en fait, il a fallu encore que je passe par une infirmière qui, elle, connaît pas mon PAC, qui finalement reconnaît que c'est moi qui le connais mieux, pour qu'on fasse une radio, qu'on attende et que finalement on fasse l'urokinase que je réclame depuis la veille. Alors que on a perdu 5 heures de temps pour tout le monde. Voilà. C'est ça. Alors c'est vrai qu'en pédiatrie, je pense qu'on est un peu privilégié et les choses se passent beaucoup plus, disons, rapidement et du coup, il n'y a pas ce délai en fait d'attente aussi long et que ça soit la nuit ou le jour. Et encore, au jour d'aujourd'hui, on va dire que avec les problèmes d'effectifs, les problèmes de place en hospitalisation, le protocole a changé et malheureusement, avant, on avait un lit où on recevait un lit toujours disponible pour un problème. Au jour d'aujourd'hui, c'est plus possible. Enfin, ça fait même quelques années, c'est plus possible. Et du coup, les familles sont obligées de passer par les urgences de l'hôpital. Et on essaye le plus possible de flécher justement l'arrivée aux urgences, que ce soit de jour ou de nuit, par le médecin d'astreinte ou par l'infirmière coordinatrice, par les équipes en salle pour justement éviter ce temps d'attente et avoir une réaction rapide. Dans un monde idéal, voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait demain pour améliorer les prises en charge? Anissa, de quoi vous auriez besoin, vous? Pour améliorer les prises en charge, déjà au niveau de la douleur, que quand on dit qu'on a mal, que c'est pas juste ok, on va vous donner un Spasfon, un Doliprane et ça va passer, qu'on nous prenne vraiment au sérieux par rapport à ça. Moi, c'est vraiment la douleur qui me préoccupe en fait au quotidien. Donc, à part ça, c'est compliqué. Il suffit que le médecin référent ne soit pas là pour que d'autres médecins dans d'autres hôpitaux fassent un peu à leur sauce entre guillemets. Et qu'on arrive à avoir des opérations qui ne sont pas nécessaires. J'ai eu deux laparotomies à 1 mois d'écart dans un hôpital de proximité. Ce n'était pas nécessaire, juste à cause d'une douleur excessive. Alors, si c'était à Beaujon, ça ne serait pas passé comme ça. Donc vraiment, je pense la douleur, mais pas qu'à l'hôpital référent. Merci. Cindy, pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait pour améliorer les choses? Écouter le patient. Écouter le patient. Écouter le patient. Écouter ce qu'il veut, ce qu'il souhaite. Effectivement, on ne peut pas avoir tout comme ça en claquant des doigts. Mais je vais prendre l'exemple de ma fille. Elle vient de se faire poser une iléostomie. Parce qu'à la base, elle n'est pas douloureuse. Mais là, ça faisait quelques temps que quand même, il y avait des lourdeurs dans le rectum. C'était vraiment pas très, très confortable. Et donc, on a commencé à en parler avec la chirurgienne qui la suit. On a commencé à en parler avec le médecin de Necker qui la suit. Toutes les deux n'étaient pas forcément pour. On en a parlé avec l'équipe de Beaujon, avec laquelle on commence à faire le transfert chez les adultes. Et à la dernière consultation pédiatrique, le médecin me dit oui, mais elle dit à Eléa, bien sûr oui, mais attends quand même 1 an. Et en fait, j'ai regardé ma fille qui m'a regardée avec des yeux désespérés et j'ai dit mais c'est toi qui choisis. J'ai dit au médecin c'est elle qui choisit. Elle veut son iléostomie, elle aura son iléostomie. Et elle a eu son iléostomie. Et elle n'a pas attendu 1 an. Et elle est mieux. Et elle est tellement mieux. Elle n'a plus de douleur. Elle a pris 4 kilos depuis cet été. Et elle entame sa vie d'étudiante de médecine très sereinement, plus sereinement. Parce qu'elle a senti, elle, que c'est ça dont elle avait besoin. Exactement. Manon ?
Je vais faire du Reddit, mais l'écoute des patients... On n'a pas une heure. Voilà. Non, je sais qu'on n'a pas une heure, mais je pense que... Bon, moi, ce qui m'effraie un peu, c'est le contexte sociétal dans lequel on est. Je pense que ça échappe à personne, en fait, les réformes de la sécurité sociale qui vont nous tomber sur le coin de la gueule incessamment sous peu. À grands pas. Qui m'effraie beaucoup sur la prise en soin de nos pathologies rares, méconnues, etc. Et pour tout le monde, hein, mais alors, a fortiori sur nous, que, voilà, on taille déjà dans le dur. Donc voilà, je me demande juste si on a les moyens humains et financiers aujourd'hui. Moi, c'est mon interrogation d'arriver à mieux faire, parce que je sais que les volontés au cœur sont là, mais est-ce que, voilà, je sais qu'on voilà, met des choses en place. Nous, au Mardi, on essaie j'essaie, avec mon regard patient, d'amener quelque chose de nouveau, on va dire, pour que on considère davantage le patient, pour qu'on aille au plus près de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils attendent. C'est pas évident, mais voilà, il y a des volontés, donc j'espère qu'on ne déremboursera pas nos traitements, j'espère que voilà, qu'on arrivera à avancer ensemble. Cécile, dans un monde idéal, qu'est-ce qu'il faudrait? Que la Sécu vous lâche? Un peu, et beaucoup plus de visibilité, exactement, et que la maladie soit beaucoup plus connue. Et peut-être d'autres pharmaciens aussi, peut-être se renseignent aussi sur échanger entre pharmaciens. Par exemple, bon après c'est un autre cas, mais moi par exemple j'ai fait ma thèse sur l'AG vasculaire de la face, et c'est en faisant la thèse que j'ai compris certaines choses sur les traitements, et que le patient quand il venait à la pharmacie, il était moins stigmatisé et sentait plus réconforté parce qu'il y avait au moins quelqu'un qui l'écoutait, comme vous disiez au tout début du discours. Je pense qu'on devrait tous, chaque professionnel de santé, un peu écouter et avoir un nouvel horizon sur les maladies, dont celle-ci. Pas rester dans la case de orphanettes et maladies rares. Oui. Voilà. Rémi? Je reprendrai, Manon, sur le fait, sur les remboursements qui m'inquiètent un petit peu. Et après, oui, c'est ça, faire du lobbying, médiatiser, faire connaître la maladie. Avoir des documents sur lesquels s'appuyer pour donner aux médecins traitants, aux infirmiers, etc. Départ. Ouais. Voilà. Autre que la carte d'urgence, parce qu'en fait, alors c'est formidable, hein, mais à l'usage, on se rend compte que finalement, ils vont pas au-delà, comme disait Manon tout à l'heure. Mais il y a une méconnaissance de la maladie aussi. Ouais. Florence? Oui, c'est une maladie rare, donc forcément, c'est pas quelque chose qui rencontre tous les jours, et c'est ça aussi la problématique. Et oui, faire de l'information, de l'éducation et de beaucoup d'écoute. Et c'est vrai que, en tout cas en pédiatrie, faire de l'éducation thérapeutique avec où on a ouvert justement un petit peu avec d'autres pathologies. On a mélangé on a fait des groupes de pathologies différentes, et ce qui a permis à certains de voir d'autres problématiques et de se rendre compte que finalement ils n'étaient pas tout seuls et qu'il existait d'autres pathologies qui sont aussi invalidantes, et que ça a permis de se rendre compte aussi, nous, en tant qu'infirmière coordinatrice avec mes collègues, d'observer des cibles qu'on devrait travailler davantage en pédiatrie pour préparer les jeunes à passer chez le côté adulte. Une transition encore plus travaillée. Ah, oui, même si depuis plusieurs années déjà, il y a, mais là, il y a la volonté aller au-delà de l'aspect purement médical. Exactement, exactement. Et je vais vous illustrer. En fait, on a, il n'y a pas plus tard qu'il y a 3 semaines, on est parti avec un groupe de 10 adolescents, avec mes collègues, avec le docteur Dugelet, docteur Martinez, qui s'occupe des maladies de Crohn. On est parti 1 semaine à l'île de la Réunion,
pour montrer que même si on était malade avec un cathéter, on pouvait voyager. Non, non, c'est un projet une préparation de 2 ans. Hein. Et on est parti avec les adolescents et là-bas, donc forcément, on leur a montré qu'on pouvait voyager avec une nutrition parentérale, avec une maladie chronique. Et une fois là-bas, avec mes collègues, enfin surtout mes collègues, parce que moi je suis plus technicienne, on travaillait tout l'aspect éducation sur tout ce qui était le côté administratif, le côté la sexualité, la vie affective et l'histoire de la maladie. Et ce qui a vraiment été très très intense en émotion et entre eux, ça a permis d'émerger plein de bonnes choses, de choses positives. Et de les aider justement à... Une question Oui, on parle d'écouter le patient et il faut aussi que les professionnels de santé ne s'offusquent pas quand les patients ou les familles posent beaucoup de questions. J'ai eu encore un patient qui s'est fait incendier par un médecin parce qu'il posait beaucoup de questions. Le médecin lui a dit oui, vous me posez beaucoup de questions, vous n'avez pas confiance, vous ne me croyez pas, etc. Non, c'est parce que, comme ils disent, ils sont les coordinateurs de leur vie, de leurs soins, et qu'ils ont besoin de comprendre pour savoir ce qui leur arrive, pour prendre part à la décision, hein, la prise de décision partagée. C'est un droit. C'est inscrit dans la loi du 4 mars 2002. Voilà. Donc il ne faut pas s'offusquer si le patient, la famille pose beaucoup de questions. Ce n'est pas un manque de confiance, c'est parce qu'il y a un besoin de connaître sa situation. Voilà, c'est normal, c'est naturel pour certains. Il y en a qui vont être oui, d'accord, faites ce que vous voulez, etc. Voilà, qui n'auront pas ce besoin-là. Mais il y en a beaucoup dans les maladies chroniques qui ont ce besoin de tout savoir, tout connaître. Mais il ne faut pas s'en offusquer. Maria, une question Oui, c'est pas une question, mais c'est seulement pour ajouter. Mon fils, qui a 12 ans, il avait le rêve de se déplacer, de voyager. Et dès toujours, il avait le rêve de venir à Paris. Et l'année dernière, nous sommes concrétisé ce rêve. Et Dr Duguelet nous avait beaucoup aidé. Et c'est difficile. C'est trop difficile de se déplacer avec NPP, mais c'est possible. Donc, tout à fait. Tout à fait. Et je vous rejoins, c'est difficile, mais ça s'organise et c'est possible. Ça s'organise effectivement. Oui, Monsieur Bobet. Anissa, vas-y. Dessus. Chez l'adulte, on n'a pas forcément beaucoup d'accompagnement sur ça. On doit se débrouiller tout seul. Quand on demande est-ce qu'on peut voyager, on va nous dire c'est compliqué, pour l'instant c'est pas possible, etc. Et par exemple, pour préparer mon juste 4 jours en voyage en Écosse, on m'a laissé me débrouiller toute seule, que ça soit administrativement. M'a juste fait des fiches en anglais et en français et tout le reste, je devais me débrouiller. On m'a pas dit qu'à l'aéroport je pouvais être accompagnée. Plein de choses comme ça. Là, Florence, ce qu'elle avait dit en pédiatrie, c'est très bien, mais ça serait bien aussi chez l'adulte que... Tout à fait. Alors, on peut voyager. Nous, on a voyagé en road trip, en camping-car l'année dernière, 15 jours, 3600 km, avec la parentérale, avec les médicaments. L'hôpital a refusé de nous traduire en anglais les ordonnances. Voilà. On est parti avec nos ordonnances en français et advienne ce que pourra. Voilà. Je voulais remercier les participants à cette table ronde. J'ai envie simplement que chacun d'entre vous dise un mot pour demain, un mot pour l'avenir, n'importe lequel, mais juste un mot. Manon, je sais que tu vas m'en trouver un vite. Confiance. C'est très beau. Confiance. Pardon, je n'ai pas parlé dans le micro, je disais confiance. Ouais. Voilà. Juste un mot. Cindy. Espoir. Espoir. Rémi.
Merci. Merci à toi. Cécile? Espoir aussi. Anissa? Action. T'as raison. Florence? Écoute. Tout ça, c'est important. Coordonner, c'est refuser l'abandon, c'est tenir la main, même quand le système lâche. Donc, merci à vous, parce que je sais qu'entre patients, on se la tient très fort, la main. Et merci à tous nos accompagnants, les coordinateurs, les pharmaciens. Parce que là, ils sont 3, mais en fait, ils sont 100 000. Ils sont les IDE qui viennent à la maison au milieu de la nuit parce qu'il y a un 40. Ils sont le prestataire qui va débouler à minuit et demi quand votre enfant est au déchocage et qui vous dit je suis devant, t'es où? Parce qu'il n'y a personne d'autre. Voilà, c'est tous ces gens-là. C'est Florence qui nous dit, avant il y avait un lit, comme on disait dans le temps, il y avait un bol sur la table pour celui qui en aurait besoin. Et avant il y avait un lit dans un coin pour celui qui en aurait besoin. Il faut que ce lit-là y revienne, parce que c'est tout ça. Et puis quand même, merci à vous, les médecins. Merci à vous, les chercheurs. Merci à vous d'être là et de jamais, jamais, jamais nous lâcher, parce que nous, on lâchera jamais, jamais, jamais rien. Je voulais remercier vraiment l'ensemble, les mardis, Hélène, particulièrement Den, parce que je ne sais pas comment j'aurais fait sans lui. Peut-être je me serais pendue, mais il a été d'un soutien logistique, émotionnel, psychologique, enfin, la totale. Merci aux membres du conseil d'administration qui sont là et qui sont toujours là. Chris, Manon, Anissa, Claude, voilà. Merci à vous tous. Et Cindy, ma chérie, pardon, tu étais derrière moi. Et merci aux prestataires qui ont compris que le but, ce n'est pas seulement d'avoir des sous dans leur poche. Merci aux pharmaciens qui continuent à délivrer, même quand ils ne sont pas remboursés. Merci aux médecins qui s'engagent, qui disent effectivement, on n'a rien d'autre, mais on va te donner ça quand même si d'un côté, ce n'est pas bon pour toi, parce qu'il faut bien que tu vives. Voilà. Et tous ensemble, dans 2 ans, on sera à nouveau là, on sera à nouveau debout, on aura à nouveau avancé, j'aurai encore à nouveau 100 000 raisons de râler, mais voilà, d'une façon ou d'une autre, on sera là, nous, tous, et vous, je suis sûre que vous y serez aussi. Merci pour ces assises.